Quelqu'un qui demande 200 millions, je lui demande s'il a même déjà vu 50 millions. Et s'il les a déjà vus, après je vais te poser la deuxième question, est-ce que tu les as déjà gérés? Toi, tu n'as même jamais vu la couleur de plus de 15 millions devant tes yeux. Commence avec ce que tu sais déjà. Notre problème et notre qualité, nous les membres de la diaspora, c'est qu'on est très carré dans notre façon de faire. Et pour nous, la vie, c'est des mathématiques, quoi. 1 plus 1 égale à 2. Sauf que ici, 1 plus 1, ça fait pas forcément 2. Marketing. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? J'ai réussi à faire pénétrer des produits sur le continent africain. J'ai parlé et dealé avec des sociétés comme Ethiopian Airlines, avec des palais présidentiels aussi en Afrique. Donc vraiment des gros projets avec plusieurs millions à la clé en euros. Après, quand je suis arrivée en Afrique, je vois que les réalités, elles sont différentes. Les techniques sont différentes aussi. Il y a beaucoup d'affichage publicitaire. En Europe, on n'affiche presque plus dans les rues. Ça se fait de moins en moins. Ici, ça se fait et ça marche aussi plutôt bien. Le marketing de rue aussi, le marketing auditif aussi. Il y a plein de choses que tu vois ici qui fonctionnent. Mais si tu ne te poses pas pour regarder, tu passes à côté. Du coup, j'ai créé l'afro-business et l'afro-marketing. Je m'appelle Asitane Sissako, entrepreneuse, créatrice de contenu, investisseuse, formatrice, 200-300 personnes accompagnées. J'ai à peu près 3000 heures de coaching à mon actif. Aujourd'hui, on a une marque de grande distribution sur Bamako. On est présent dans 60 points de vente. On a écoulé nos 400 000 premières pièces. J'ai des ventes qui sont à Bamako actuellement. Tu peux faire des journées où tu te rapproches du million. Franchement, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Il y aura sur le continent africain 65% de plus de millionnaires. Et je pense que si tu sais que sur 100 Africains déterminés, tu peux faire partie des 65%, ça vaut peut-être le coup au moins de tenter parce qu'au moins tu te rapproches de chez toi, au moins tu t'accomplis, au moins tu fais des choses. Il faut qu'on soit des entrepreneurs qui sont capables de léguer du patrimoine à leurs enfants. Me nourrir, moi, ça me suffit plus. J'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants et de créer une espèce de dynastie financière, quoi. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Salam coach Asitane. Bon, j'ai eu du mal. Asitane, c'est ça. Asitane, yeah. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Yes, donc moi je m'appelle Asitane Sissako, franco-malienne. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Entrepreneuse, créatrice de contenu aussi, investisseuse, formatrice. Voilà, je te dirais ça sur moi. Great. Et tu as un incubateur et pour le moment, tu as accompagné combien d'entrepreneurs? J'ai jamais vraiment compté dans les détails, mais je te dirais qu'on doit être à 200-300 personnes accompagnées, quelque chose comme ça. Et j'ai vu un chiffre en termes d'heures de coaching. Tu peux revenir sur ce chiffre? Ouais, 3000 heures de coaching, c'est un chiffre qui date, hein. Donc, je pense on a largement dépassé ce chiffre-là. Mais ouais, en faisant quelques calculs, ouais, je pense que j'ai à peu près 3000 heures de coaching à mon actif. Donc, c'est 3000 heures de vie que tu prends sur ta vie personnelle, sur plein d'autres choses. Mais quand tu es formatrice, en réalité, tu te formes toi-même parce que tu vois des cas que tu ne vis pas, mais que tes clients vivent pour des sujets marketing, finance et tout. Donc, ça fait grandir en réalité le formateur, la personne qui l'accompagne, évidemment, mais ça... En vrai, le bon expert, c'est celui qui a le cerveau qui est musclé. Un cerveau qui sait répondre à plein de situations différentes, plein d'enjeux de finance, de gestion de personnes, de management, d'humains. Donc, c'est très formateur d'être formateur, en vrai. Alors, qui devrait regarder cette vidéo aujourd'hui? Alors, toute personne qui est intéressée par le business en Afrique, qui est convaincu ou qui a besoin d'être convaincu du fait que le continent, c'est l'avenir sur le plan humain et économique, mais qui ne sait pas vraiment comment aborder et comment profiter des opportunités futures, je dirais ça. Great. Alors, aujourd'hui, quel va être l'objectif en fait de cette l'objectif de la masterclass qu'on va passer aujourd'hui, ça va vraiment être d'édifier les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent sur, OK, de l'idée à la concrétisation, c'est quoi le chemin idéal à prendre? En tout cas, si on devait recommander un chemin, c'est quoi aussi les pièges à éviter?
parce qu'un entrepreneur qui se trompe, il perd de l'argent, il perd du temps, il passe à côté d'opportunités, il passe peut-être à côté de quelque chose qui aurait pu bouleverser sa propre vie, mais aussi la vie de ses destinations futures, quoi. Moi, je dis toujours, mon frigo est rempli, mais voilà, mes choses travaillent pour moi, je dirais. Mais ce que je fais, c'est plus pour mes enfants en réalité. Il faut qu'on arrête de simplement penser à aujourd'hui, mais il faut qu'on soit des entrepreneurs qui sont capables de léguer du patrimoine à leurs enfants. Et c'est ce qui fait la grosse force des grosses sociétés, les multinationales qu'on a aujourd'hui. C'est ce côté, me nourrir, moi, ça ne me suffit plus. J'ai envie de laisser quelque chose à mes enfants, ainsi de suite, et de créer une espèce de dynastie financière, quoi. Great. En fait, il y a les Américains qui parlent de American Dream. Est-ce que pour toi, le rêve africain, ça existe? Et pour toi, si ça existe, pourquoi? C'est quoi le rêve africain? Ouais, je pense qu'en tout cas, le rêve américain, il était circonscrit à une époque, à un moment donné, où être américain, ça donnait des perspectives. Si tu veux, en tant que noir, en tant que latino-américain, il y a plein de gens qui se sont accomplis. Et c'était circonscrit à une époque. Mais la réalité, c'est que les États-Unis sont en déclin d'un point de vue économique. Et on a vu que lorsque une nation décline, d'autres nations s'élèvent. On a eu l'exemple de la Chine, l'exemple de l'Inde aussi. Et c'est des nations, des peuples aussi qui étaient moqués par l'Occident. On disait que la Chine, c'est de la mauvaise qualité, que les Chinois sont trop stricts, ils ne sont pas assez intégrés, que là-bas, il n'y a pas de liberté. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est le leader mondial, même si on ne le dit pas fort. L'Occident, quand la France faisait partie du top 4 économiquement, nous, on l'a beaucoup entendu à l'école que, voilà, en tant que, comme j'ai fait mes études dans une école française, que la France fait partie des leaders. Et aujourd'hui, bah, on n'est plus dans ce top 4, la France. Donc forcément, c'est l'Afrique qui va prendre la suite. Je pense que tous les peuples qu'on disait comme basanés, qu'on regardait de haut, vont tour à tour prendre leur place, même si je pense que pour l'Afrique, ça sera compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, mais ça sera compliqué parce qu'il y a un travail mental qui a été fait sur l'Afrique et qui est très récent en réalité. Hein. Colonisation, néocolonialisme et aussi et l'esclavage, c'est des choses qui ont laissé des traces. Donc, que l'Africain soit lui-même convaincu qu'il est capable de devenir numéro 1, ça part de là. Et sur la conviction, on est peut-être 40% à être convaincu et les 60 autres pourcents regardent. Sauf que regarder, ça ne sera pas suffisant. C'est clair. Et là, on parle beaucoup plus de Back to Africa, rentrer en Afrique, etc. Un message qui est surtout adressé à la diaspora. Pourquoi est-ce que c'est le bon moment de venir investir en Afrique, de rentrer en Afrique, si on peut le dire ainsi? Ouais, c'est le bon moment parce qu'on est dans les prémices de quelque chose. Je pense qu'à un moment donné, c'est comme sur tout marché. Lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs, les coûts, ils augmentent. Si tu veux créer, je sais pas, une agence de communication, tu veux créer une ligne de mode, tout va commencer à devenir excessivement cher. Non seulement ça sera cher, mais les marchés seront aussi saturés. Donc, quand tu as beaucoup de concurrents et que le coût pour se lancer est cher, psychologiquement, ça sera plus lourd, financièrement et en termes aussi d'efforts à faire. Donc, je pense que c'est le moment. C'est un moment où ceux qui s'inscrivent bien pourront être les leaders de demain et ceux qui attendent auront beaucoup plus de difficultés. Et ceux qui viennent aussi dans ces temps-là qui sont difficiles, là on est au Sénégal et on peut dire que le Sénégal est dans une forme de semi-crise économique, restructuration et c'est pas forcément le moment idéal. Il y en a qui se disent ouais mais on attend que ça se stabilise. Moi je pense que c'est vraiment dans ces moments-là de difficulté qu'il faut se lancer parce que c'est extrêmement formateur pour l'entrepreneur de se lancer dans l'adversité et surtout l'économie a une mémoire, le marché a une mémoire, vos clients ont une mémoire, l'État a une mémoire, les partenaires ont une mémoire, donc ils savent que Manu Arthur, il a lancé sa boîte à un moment où c'était difficile. Donc, vu qu'il y a une forme de mémoire, ne me dis pas comment ça marche, c'est énergétique, je dirais. On sait que tu es venu dans ces temps durs-là, donc tu auras des facilités, tu auras des choses que d'autres n'auront pas. C'est comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire dans ces temps-là qui sont difficiles, chez soi, parce que c'est dur. Moi, je te parle de la France. Aujourd'hui, la France est en train de faire le tri à qui on donne des aides. Ceux qui ne sont pas vrais blancs, ceux qui ne sont pas nés ici, ceux qui sont arrivés pour les études, ben, vu que les caisses de l'État se font vides, on va prioriser le vrai français pour lui donner des aides. Donc, ça veut dire aussi, c'est un sous-entendu qui dit ceux qui ne sont pas vraiment français, blancs, ou en tout cas ceux qui sont français depuis pas très longtemps, sachez que sur un certain nombre d'aides financières auxquelles vous avez droit, vous ne serez pas prioritaire. Et si vous n'êtes pas prioritaire, si ton père te dit merde, il faut regarder ta mère. Et si ta mère c'est l'Afrique, je pense qu'il faut retourner là-bas pour essayer de faire des choses. Même si c'est difficile, il n'y a pas justement les aides que tu as quittées en Occident, mais il y a d'autres opportunités et tu as un terrain beaucoup plus large pour créer des réalités. En tant que noir, en Europe, tu es restreint au bout d'un moment. Et tu me disais que le Back to Africa, c'est un message qui s'adresse
globalement aux Africains de la diaspora, c'est faux. C'est aussi un message qui s'adresse aux personnes qui sont ici, parce que ça veut dire aussi ne quittez pas, tu vois, ne prenez pas le bateau, ne quittez pas pour venir. Voilà, moi j'ai même des gens de ma famille éloignée qui ont pris le bateau il y a même pas 2-3 ans pour venir aussi en Europe. Donc je pense que ce message, il commence à être entendu. C'est pas tout le monde qui quitte, c'est peut-être les gens de plus en plus pauvres et on a plein de gens, moi à Bamako, j'ai plein d'amis, plein de jeunes et tout qui sont nés là-bas et qui me disent, mais en fait, si j'arrive à faire mes 300 000 au mois, j'ai aucune raison de partir, tu vois. Alors, après, pour ceux qui sont en Europe, je pense que beaucoup, ce qui va les bloquer, c'est la conversion. En fait, ils vont se dire, je gagne 2 000 € ici, 2 000 €, c'est 1 300 000, etc. En Afrique, on va me payer un salaire de 300 000 francs. Est-ce que, voilà quoi, est-ce que ça ne pourrait pas les bloquer? Non, c'est clair. C'est pour ça justement qu'ils sont plus de 80% à choisir la voie de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils savent que le marché africain n'a pas de quoi les prendre en charge, tu vois. Et c'est pas que le monde de la diaspora, il s'estime supérieur aux Sénégalais, aux Maliens, aux Guinéens local. Ça veut tout simplement dire que dans sa réalité, dans ses habitudes de consommation, il a des exigences ou il a des habitudes, c'est même pas des exigences, hein, c'est vraiment des habitudes alimentaires. Il va aussi vouloir pour ses enfants des bonnes écoles parce qu'il est quand même, voilà, sur plein de choses. La France ou l'Occident est défaillant, mais la réalité, c'est que le Canada, la France, les États-Unis, ça offre un bon cadre scolaire. Et quand tu fais le choix de rentrer, tu veux pas que dans 20 ans, 30 ans, tu constates que le niveau scolaire de tes enfants, il est inférieur dû au choix que tu as fait de rentrer au pays. Donc, c'est vrai que rentrer, pour quelqu'un de la diaspora, ça coûte cher et qu'il ne va pas se contenter d'un standing de vie qui va le ramener à ce que ses parents ont fui, tu vois un peu. Donc, c'est vraiment une question de logique, de standard, d'habitude. Et pareil, quand il y a un couple qui rentre, souvent, tu as l'homme qui est pour, la femme qui est contre ou vice-versa. Donc, il faut aussi trouver des contenus, des compromis, des axes de négociation pour rendre le retour possible. Alors, on parle de business, on parle d'économie, mais quand même, bon, quand on est dans ce genre dans ce domaine, on a un peu besoin de chiffres. Est-ce qu'il y a des études ou bien des chiffres qui pourraient encourager les Africains à faire à se lancer en fait en business? Ouais, on sait qu'il y aura sur le continent africain 65% de plus de millionnaires. Ouais. Et ça, c'est assez impressionnant. Ça veut dire que des personnes qui vont passer de rien avoir ou avoir très peu à devenir millionnaires, un peu comme le patron d'Alibaba, un peu comme des Jeff Bezos, il y en aura en fait sur le continent africain. Il y en a qui seront blancs, des gens qui sont venus chez nous et qui ont entrepris. Il y aura aussi des personnes qui seront de peau noire. Donc, c'est les personnes assez folles, assez croyantes, assez focus pour mobiliser les efforts aujourd'hui, qui pourront avoir ce niveau-là demain avec de la constance, avec du travail. Et je pense que si tu sais que sur 100 Africains déterminés, tu peux faire partie des 65% qui vont dépasser la barre du million en patrimoine. Ça vaut peut-être le coup au moins de tenter parce qu'au moins tu te rapproches de chez toi, au moins tu t'accomplis, au moins tu fais des choses, quoi. Il y a toujours beaucoup de jeunes qui sont déterminés à vouloir partir à l'extérieur, Europe, Amérique, etc. Ils sont vraiment, vraiment déterminés. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile de devenir riche à l'extérieur ou est-ce que c'est plus facile de devenir riche en Afrique? Non, l'Afrique, c'est le seul continent où quand tu es étranger, c'est facile de devenir riche. Sur les autres continents, lorsque tu es étranger, tu as par défaut des barrières qui font que tu ne vas pas forcément devenir riche, tu vois. Lorsque le Libanais, le Français, l'Américain, il arrive au Sénégal ou dans d'autres pays, il n'a pas déjà la barrière administrative des papiers. Tu vois, personne ne va les contrôler, vous êtes sans papier, rentrez chez vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et l'Africain, il vit avec le stress d'être refoulé, le stress de revenir chez lui. Donc, dès que tu viens, administrativement, autour de toi, on met en place un stress qui fait que tu essayes juste d'être libre, de prendre tes transports, de manger, etc. Et à cause de ce stress-là, tu ne peux pas penser à être riche. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc déjà, il y a un travail sur le mindset qui est fait, qu'on cherche juste à manger, à être libre et à être innocent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si toi, aujourd'hui, t'es pas libre ou je sais pas, t'es poursuivi, que Dieu nous en préserve évidemment, pour des raisons juridiques. Est-ce que tu vas penser aux millions, aux milliards et tout? Donc, il y a une condition autour de l'Africain qui est fait qu'aujourd'hui, il est dans une armoire de verre qu'il ne peut pas dépasser, tu vois. On attend de lui son intelligence, sa force de travail, s'il a des bons bras pour nettoyer, faire le ménage. Aussi, on est dans des grandes boîtes. Moi, je suis dans une grande boîte, donc j'ai aussi travaillé dans une des sociétés les plus puissantes, mais parce que j'étais pertinente, tu vois. Si j'étais pas pertinente, il y avait une blanche
aussi pertinente que moi, à un moment donné, qui avait mes qualités, elle aurait pris ma place, tu vois. Donc, c'est un concours de circonstances qui a fait. Et d'ailleurs, je suis pas rentrée immédiatement sur un poste de senior confirmé, hein. Je suis rentrée d'abord en étant stagiaire. Ils se sont dit, bon, la Malienne, là, on dirait que, tu vois, qu'elle bosse bien. Et au fur et à mesure, j'ai eu des promotions jusqu'à être validée, jusqu'à avoir un périmètre mondial, quoi. Great. Et c'est quoi le mindset à avoir quand on veut se lancer en Afrique? Le mindset à avoir quand on veut se lancer en Afrique, c'est de se dire, en fait, notre problème et notre qualité, nous les membres de la diaspora, c'est qu'on est très carré dans notre façon de faire, tu vois. Et pour nous, la vie, c'est des mathématiques, quoi. 1 plus 1 égale à 2, tu vois. Sauf que ici, 1 plus 1, ça fait pas forcément 2. Et on n'a pas la finesse humaine de comprendre les personnes qui sont ici. Des fois, même en famille, on se heurte à des problématiques où tu comprends pas que il faut donner tant à tel. Tu comprends pas que quand un griot vient, il chante, tu dois mettre la main à la poche pour lui donner quelque chose. Tu comprends pas que quand il y a un décès, c'est à la famille de financer. Donc, on est très occidentaux finalement dans notre façon de faire, dans notre individualisme, dans notre carriérisme et tout. On parle pas, on plaisante pas aussi avec nos collaborateurs, on les blague pas, on leur fait pas de cadeaux et tout, parce qu'on a grandi dans une société où 1 plus 1 égale 2, tout le monde est de son côté, les choses sont fermées, on nous a fermé des portes, donc on a parfois un peu d'individualisme, un peu d'égoïsme. Donc je pense qu'il faut être dans une approche où tu testes, quoi. Faut qu'on arrive avec le même état d'esprit que nos parents sont arrivés en Europe, tu vois. Ils sont arrivés avec un état d'esprit où ils se disaient, je vais essayer de me faire une place. Mais non, on pense que non, la place, elle est déjà là et on va s'asseoir dessus et c'est fini, en fait. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a vraiment un travail d'adaptation, d'observation. Moi, quand je suis à Paris, si je me balade dans un endroit où il y a plein d'Africains, on va me reconnaître. Ah, Citane, c'est vous qui faites des vidéos, je prends une photo avec vous. Mais à Bamako, personne ne me connaît, Manu. Très peu de personnes. Si je vais dans des événements un peu entrepreneuriales, oui, je vais croiser des personnes qui me connaissent, mais presque personne ne me connaît, tu vois. Et ça, c'est important que tu te dises, mais en vrai, j'ai tout à faire. Côté réputation, côté crédibilité, côté même comprendre les choses, c'est important, tu vois. Moi, j'ai des collaborateurs à Bamako et des fois, je leur dis, est-ce que tu penses qu'on devrait faire ça? Eux-mêmes sont étonnés, genre la chef me demande mon avis. Mais ouais, en fait, parce que vous connaissez le terrain. J'essaye de le connaître. La preuve, j'ai carrément dû créer une science pour moi-même et pour les personnes que j'accompagne, parce que l'afro-business, ça ne veut pas dire que je connais tout et je transmets un truc que je connais. Ça veut dire que je suis en train d'explorer un terrain que je ne maîtrise pas et ceux que je connais un peu plus que les autres, j'essaye de leur transmettre un peu. C'est ça la vision. Donc, humilité, souplesse et il faut apprendre à pêcher. Il faut venir comme nos parents sont venus, c'est-à-dire je regarde, j'apprends, je me mets de côté et j'applique. On veut venir s'installer en Afrique. On veut se lancer en Afrique. Selon toi, quelle est la première question à se poser? Est-ce que je peux déjà vivre et m'adapter? C'est vraiment ça la question, tu vois. Parce que, en fait, pour faire de l'argent en Afrique, il n'y a pas besoin d'y vivre en réalité, si tu regardes bien. Tu peux choisir un bon programme immobilier à point E ou que sais-je, tu mets tes économies dedans, tu fais du Airbnb, tu construis un immeuble et tout machin, tu fais tes allers-retours. Mais si tu veux vraiment faire une aventure où tu veux quelque chose qui va dépasser ta génération, tout simplement, où tu veux marquer l'histoire, là, effectivement, il y a une nécessité de te dire, c'est pas juste un investissement, c'est un choix de vie. Donc, la première question, c'est est-ce que je suis adaptable? Est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que je le fais pas parce que c'est une mode, parce que j'ai vu les vidéos de Kemi Seba, de Philippe Simo, d'Asitane Sissako, de Expertise Biz, donc j'ai envie de me lancer. Donc vraiment, il faut ne pas être dans une politique de je suis les choses, et il faut se demander si on est prêt pour ça. Great. And est-ce qu'il y a... Bon, en fait, déjà, quelles sont les illusions que les gens se font avant de se lancer, en fait? Quand on est à l'extérieur, on n'est pas encore en Afrique. Quelles sont les illusions, en fait, d'habitude que les gens se font? On se dit, il manque tellement de choses, c'est dommage qu'au Sénégal, il n'y a pas ça alors qu'il y a ça en France. Du coup, si on constate quelque chose que nous, on voit en France et qu'on ne voit pas en Afrique, on se dit qu'il y a un manque. Ils ont forcément besoin de ça, tu vois un peu. Et je donnais l'exemple dans une masterclass il n'y a pas très longtemps. Il y a une candidate qui est venue dans l'incubateur et qui voulait lancer des laveries automatiques au Mali, tu sais, pour laver les vêtements et tout, comme vous avez juste en bas d'ailleurs. Et du coup, elle voulait lancer ce projet-là, sauf que je lui ai dit que c'était pas une bonne piste, mais il fallait qu'elle l'expérimente pour voir que c'était pas une bonne piste. Parce qu'au Mali, on a une crise énergétique depuis quelques temps qui fait qu'on a très peu d'électricité par heure. Donc, ça veut dire que tu dois être indépendant d'un point de vue solaire. Et les calculs ont montré que ces batteries solaires, pour maintenir son infrastructure, lui coûtaient plus cher que les machines à laver, la mise en place de l'établissement, la digitalisation, le paiement Wave, Orange Money, etc. Donc, au final, le projet n'était pas viable. Donc, un trou qui vous paraît être un trou, peut-être que c'est quelque chose qui est habituel, accepté, et c'est même pas un problème, tu vois, du point de vue du local. Donc, vraiment, faites des études de marché.
et apprenez à savoir est-ce que ce que moi je pense être un manque, pour vous c'est un manque ou pas, tu vois, c'est un peu ça. Tu as été en Europe, tu as vécu en Europe, tu as vécu en Afrique. Et d'habitude, quelles sont les réalités qui peuvent choquer quelqu'un qui vient d'arriver? Ah, qui vient de l'Europe, quelqu'un qui va, les réalités qui vont le choquer, les mentalités elles sont totalement différentes, tu vois. Comme je t'ai dit, nous, on est très carré, etc. Là-bas, ici les gens sont plus cool, tu vois. Ils sont cool, ils prennent le temps. Nous, on est très speed aussi, on est très rapide, on est très dans la gestion du temps, la ponctualité et tout. Donc, je pense que ça, déjà, le rapport au temps, il est totalement différent. Le rapport à l'argent aussi, il est différent. À Bamako, voilà, si tu croises un policier et que t'es pas en règle, même si tu es en règle, des fois, il se peut que, parce que c'est quelques jours avant la Corité, tu aies besoin de mettre la main à la poche et de saluer le policier en même temps. Et ça, c'est des choses qui nous gênent, nous embêtent, parce que pour nous, il y a de la corruption en Europe, hein, mais c'est juste qu'on la voit pas. Elle est à un niveau. La preuve en est, on a un président qui est rentré en prison il y a pas très longtemps, Nicolas Sarkozy. Donc la corruption, elle est en Europe, mais comme on ne la voit pas, on pense qu'elle n'existe pas. Donc on se dit que l'Afrique, c'est un pays qui est corrompu. Donc la culture du cadeau, la culture de rétribuer les gens, tu vois, c'est normal, mais nous, on le voit pas forcément. À l'approche de la fête, c'est normal de faire quelque chose pour tes collaborateurs et tout. Acheter du sucre, parce que c'est le ramadan, leur donner un sac de riz, quelque chose, tu vois. C'est normal, mais pour un Européen, il n'a pas à le faire, tu vois. Et du coup, si dans sa boîte, à un moment donné, un collaborateur prend de l'argent dans la caisse ou à un moment donné, il va pas comprendre, mais en même temps, avant, il n'a pas mis les choses en place pour que ça ne se produise pas. Je dis pas que si tu le fais, tu n'auras pas de problème de vol, hein, mais je dis que si tu le fais, la personne même, elle aura honte de prendre dans ta caisse parce qu'elle sait ce que tu fais pour elle par elle. Alors, on veut se lancer, on a besoin d'une bonne idée de projet. D'habitude, la question que les gens posent, c'est dans quoi est-ce que je peux me lancer? Qu'est-ce qui marche actuellement en Afrique? Selon toi, qu'est-ce qui marche? Il y a plein de secteurs qui fonctionnent assez bien. En réalité, moi, je pense que presque tout peut marcher, mais vraiment avec la bonne approche, tu vois. Presque tout peut marcher avec la bonne approche. Quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, l'immobilier, c'est bien, parce que c'est vraiment une valeur sûre. Acheter des terrains, les revendre, faire du Airbnb, que sais-je. Voilà, ça, c'est des valeurs sûres si on choisit le bon bien, la bonne localité avec la bonne approche. Donc, l'immobilier, c'est une valeur sûre. Le digital, ça va dépendre des capitales africaines desquelles on parle. Je pense que sur Dakar, ça peut être bien. Sur Abidjan, ça peut être bien aussi. Au Mali, c'est un peu plus lent avec la crise. Globalement, moi, ce que je dis, c'est qu'un pays qui est en crise, comme le Mali, comme le Congo, quand tu prends l'échelle de valeur et l'échelle de consommation des gens, tu vas te concentrer sur les besoins primaires, c'est-à-dire santé, infrastructure, c'est tout ce qui est route, etc., logement et tout. Santé, logement, alimentaire, éventuellement les vêtements, mais des choses très basiques, tu vois. Et si tu vas aller dans des pays qui se portent un peu mieux économiquement, disons le Sénégal, on peut le mettre dans ce cas-là, la Côte d'Ivoire, on peut le mettre dans ce cas-là aussi, la Guinée, le Burkina Faso qui tendent aussi vers ces perspectives-là, eh bien là, tu peux aller vers des choses qui sont un peu plus créatives, digitales, le conseil aux entreprises, le consulting et tout. Mais un pays qui suffoque, comme c'est le cas un peu au Mali actuellement, les services aux entreprises, venir taper la porte de Orange, leur dire « ouais, je vais vous faire un truc et tout », eux-mêmes se cherchent, tu vois, eux-mêmes se cherchent, eux-mêmes essayent de payer leurs impôts et d'avoir les coûts. Donc vraiment, prendre un pays, sa réalité économique actuelle, le projeter aussi sur le long terme, mais après voir, mais globalement, un pays qui se porte mal, on va sur les choses essentielles, santé, infrastructure, etc. Un pays qui se porte bien, tu peux aller sur des choses un peu plus créatives, digitales, consulting, conseil aux entreprises et tout. Et quand je dis aussi les choses primaires, la formation, ça rentre dans ça. L'école, ouvrir une école à Bamako, il n'y a pas beaucoup de risques. On peut faire ça actuellement. Ouvrir une école en Guinée aussi, c'est pas hyper stable, mais pareil, c'est des choses que tu peux faire. Donc, vraiment, on prend un pays dans sa réalité économique et ensuite, on choisit des secteurs d'activité qui semblent être peu risqués pour se lancer. On a besoin de combien de millions pour se lancer? Ah, ça va dépendre. Mais moi, j'ai plutôt une philosophie de mettre très peu au début d'une entreprise. Moi, quand je démissionnais, genre... je suis partie avec l'équivalent de... Je suis pas partie avec beaucoup. Hein. Je suis partie avec l'équivalent de 3 à 5 millions, quelque chose comme ça. Hein, parce que voilà, quand tu pars d'une boîte en France, on te donne quelque chose, quand même, symboliquement par rapport à ta contribution. Et vu que je suis partie et que j'ai rompu mon contrat brutalement, je suis pas partie avec beaucoup d'argent. Et c'est avec ce capital que j'ai commencé à me débrouiller sans crédit bancaire jusqu'à ce que j'ai actuellement, tu vois. Donc moi, je dirais qu'il faut commencer avec ce que l'on a. Et l'argent, c'est une école. Pourquoi je dis que l'argent, c'est une école? C'est qu'il y a des personnes qui vont rentrer dans une banque avec une idée extraordinaire, j'ai envie d'ouvrir un restaurant, j'ai envie de construire un immeuble et tout, et qui vont avoir un beau business plan, qui vont voilà, mettre leur plus belle chemise, aller voir le banquier, etc. Peut-être aussi essayer de voir s'il y a un cousin ou quelqu'un qui connaît à la banque et qui peut préparer le terrain pour que ça se passe bien, et qui va aller et demander, je sais pas moi, 200 millions de francs CFA à la banque, tu vois.
Et en fait, l'argent, on grandit avec l'argent. Tu vois, quelqu'un qui demande 200 millions, je lui demande si déjà dans sa poche, il a même déjà vu devant ses yeux 50 millions, tu vois. Et s'il les a déjà vus, après, je vais te poser la deuxième question. Est-ce que tu les as déjà gérés? Gérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire les investir et qu'ils te reviennent. Les 50 millions que tu as investis, est-ce que tu as réussi à en faire 80 millions? Si tu as réussi à en faire 80 millions, j'estime que oui, ton âge financier, il est capable de gérer 50 millions ou peut-être 80. Allez, disons que tu peux gérer plus que ce que tu as eu à hauteur de 20-30%. Ok, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui vient dans une banque et toi, tu n'as même jamais vu la couleur de plus de 15 millions devant tes yeux, commence avec ce que tu sais déjà, tu vois. Quelqu'un même qui n'arrive pas à gérer son loyer, donner l'argent, je sais pas, à sa femme tous les mois pour pouvoir financer la maison, c'est une erreur de la part de la banque et c'est une erreur de sa part à lui-même de prétendre à 100 millions, 200 millions de francs CFA de l'argent que tu ne connais pas, que tu sais pas gérer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un jour comme ça, j'ai fait une crise d'angoisse à quelqu'un, mais c'était volontaire dans le cadre d'un coaching. Une fille qui me dit ouais, j'ai envie d'ouvrir un restaurant et tout. À Dakar, vue sur mer et tout. Et sa vision, c'était ce que vous avez à Dakar, le Elena Café. Sa vision, c'était vraiment ça et tout. Et en termes de chiffrage en euros, on montait à 2 millions, 2 millions d'euros. Donc, c'est pas des petits montants. Donc, je dis, OK, pas de souci. Je dis, ferme les yeux. Elle me dit, coach, pourquoi je ferme les yeux? Je dis, ferme les yeux. Elle a fermé les yeux et du coup, je dis, OK, imagine que tu arrives le matin dans ta boîte, que tu as aligné devant toi 25 collaborateurs, tu as le chef du restaurant, tu as ton chef des achats, tu as ta directrice marketing, tu as ta créatrice de contenu, tu as ton vidéaste, tu as tes 12 serveurs, tu as truc et tout. OK, maintenant imagine que tu dois présider la réunion, tu présides la réunion, imagine que le gars, je sais pas, que le gars de Woyofal vient avec la facture de 3 millions par rapport au mois précédent pour te demander les sous. Imagine qu'après, tu dois ouvrir ta caisse avec ta clé, sortir 10 millions pour aller faire les courses alimentaires parce que tu as un gros contrat, tu as voilà un truc et tout. Et elle a commencé à me dire, arrête. Je lui ai dit, pourquoi? Elle a ouvert les yeux subitement. Elle m'a dit, je ne me vois pas du tout dans ce rêve. Je dis, bah voilà, le montant que tu demandes et le resto que tu veux ouvrir, il ressemble à cette réalité-là. C'est-à-dire le stress des factures, une vingtaine de collaborateurs, des camions à gérer, du stockage, une chambre froide, le service d'hygiène. Parce que vraiment, quand je lui ai fait la success story, je lui ai dit toutes les galères qui peuvent se passer dans la vie d'un restaurateur. Le service d'hygiène qui vient, qui fait un contrôle, qui contrôle la date de ta viande, qui te dit que c'est périmé, qui te dit que bon, tu leur dois 2 millions en termes de charges, la feuille des impôts qui arrive aussi et tout. Ta belle famille qui arrive et qui veut manger dans le restaurant gratuitement parce que c'est ton restaurant et parce qu'ils estiment que ta société se porte bien alors que tu as une journée difficile. Elle m'a dit non, je ne me vois pas du tout. Je dis ok, maintenant, referme les yeux et décris-moi une entreprise que tu te sens capable de gérer. Et là, tout de suite, elle me dit il n'y a que 10 tables. Ok, il y a 10 tables. Il y a combien de personnes en cuisine? En cuisine, je vois 4 personnes. Je dis ok, donc là, on arrive à quelque chose que tu es capable de gérer parce que tu arrives à le voir, tu arrives à me le décrire sans être angoissé. Et là, ce que tu me parles, on est très loin des 2 millions d'euros que tu m'as dit. Je pense qu'en réalité, avec 50 000 euros, la vision que tu m'as posée, on est capable de le financer. Great. Tu vois? De manière classique, il y a une manière de faire un business plan. Mm-hmm. Qu'est-ce que le business plan classique ne prend pas en compte? Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des éléments que le business plan classique ne prend pas en compte quand on veut se lancer en Afrique? Ouais, il y a plein de choses que le business plan ne prend pas en compte. Il ne prend pas en compte l'humain. Tu vois, moi, par exemple, je sais souvent que sur les business plans que je fais, je mets beaucoup de marge en termes de sécurité. Tu vois, 30% du budget, j'estime que tu vas perdre. Et même, ils me disent, mais ces 30% là, c'est pourquoi en fait? Je dis, ces 30%, c'est ce qu'on va te voler dans ta boîte, c'est les impôts, c'est la concurrence, c'est les problèmes que tu vas avoir. C'est tout ce qui peut se passer dans la vie d'une entreprise. C'est les imprévus, c'est ton conteneur qui arrive et bim, comme moi, j'ai actuellement à Bamako, j'ai une hausse sur, à hauteur de 2 millions. Donc, c'est des choses qui arrivent, tu vois. Et c'est ça que le business plan ne prévoit pas, c'est tous les aléas financiers, c'est la peine psychologique aussi que tu auras parce que c'est pas facile de se mettre dans un nouvel écosystème. Nos parents, ils sont pas arrivés en France en se disant ouais bon moi je vais directement ouvrir un restaurant et tout, ils ont commencé par travailler. Et nous, pour des raisons financières, on veut pas travailler en Afrique. On veut tout de suite avoir de l'argent et tout de suite être à la tête de notre entreprise. Mais ça va avec son lot de stress, ça va avec son lot d'imprévus, ça va avec son lot aussi d'adaptabilité psychologique parce que tu dois te gérer toi, gérer aussi tes collaborateurs. Donc, il y a plein d'enjeux. Tout ça, le psychologique et les pertes financières, les imprévus, le stress. Il y a plein de choses que tu peux pas écrire sur un business plan, tu vois. Il y a aussi des chemins de corruption, c'est une réalité. Des fois aussi, tu peux faire face à des situations de corruption et ça, c'est pas écrit dans un business plan. Et tu peux pas mettre une ligne corruption, tu mets une ligne, voilà,
quelque chose financier, mais tu peux pas dire de quoi il s'agit. Imprévu financier. C'est ça, un prévu financier, exactement, et ça te protège et au moins tu sais que tu as une enveloppe au cas où tu as ce genre de situation. J'ai regardé un de tes contenus, tu parlais de magie noire. Mm-hmm. Est-ce que tu as déjà personnellement fait l'expérience ou bien est-ce que tu as déjà eu à accompagner une personne qui a été atteint par ça. Alors moi je pense qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées, c'est très difficile d'avoir la preuve factuelle de ça. Hein. Je pense qu'il y a des personnes que j'ai accompagnées qui étaient atteintes par la magie noire, hein, des personnes qui les ont bloquées, tu vois, dans leur vie, dans leur avancée, et tu le vois, tu le sens dans le récit qu'il y a des choses qui sont pas normales, toujours des problèmes, toujours quand tout est là pour avancer, mais que ça n'avance pas, si tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois, maladie à répétition, problème, des opportunités qui passent sous le nez, je sais pas, des opportunités médiatiques, des choses et tout. Et à chaque fois, tu as un problème. Donc, quand tu vois un schéma de répétition et que tu es extérieur à la situation, sans connaître sa vie, tu arrives à savoir comme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personnellement, est-ce que j'ai déjà été attaquée sur le plan spirituel ou mystique ? J'ai pas vu. Tu n'as pas senti. J'ai pas vu, j'ai pas senti, par la grâce de Dieu, et ça fait partie de mes invocations quotidiennes. Pour ceux qui nous écoutent, je dis tout le temps quotidiennement que Dieu mette entre moi et la jalousie, entre moi et le mauvais œil, entre moi et les attaques mystiques, un voile impénétrable dont lui seul a le secret. C'est mon invocation, matin et soir. C'est-à-dire, peut-être les gens font, mais faut pas que ça passe. Tu vois, je peux pas contrôler ce que les gens font, mais la chose que je peux contrôler, c'est ma protection, tu vois. Et un jour, j'avais mis une story à Bamako et je pense que les gens ils l'ont pris au sérieux, mais c'est parce qu'ils me connaissaient mal, je pense. C'est que j'étais partie faire tuer 2 poules. Tu sais, tu fais ça des fois. Toi, tu achètes déjà ton poulet tué, mais ça, je l'ai fait tuer directement parce que je voulais faire un tieb au poulet moi-même et je voulais du poulet fermier, tu vois. Et il y a un fermier pas loin de la maison, donc je suis partie le chercher et je l'ai fait tuer. Et j'ai mis en story voilà et tout, sacrifice de la journée contre les ennemis et tout. Et j'ai reçu beaucoup de messages et tout. Je leur ai dit non, je vais juste cuisiner, mais il y a rien de mystique dans ça. Vraiment la prière, moi je dis, on combat pas quelque chose de mal par le mal. Combattez par la prière, concentrez-vous et faites quoi. Parce que parfois c'est une excuse aussi. Hein. Manu, c'est une excuse. Il y a plein de gens qui disent ouais mais de toute façon on m'a fait quelque chose donc je vais jamais m'en sortir. Fais et t'es le seul à pouvoir te libérer en réalité. Tu vois, par les invocations, par le fait de passer à l'action, tu es le seul à pouvoir te libérer de ça. Mais si tu en fais un état de fait ou une excuse pour ne pas avancer, c'est dommage. Quelle est la place que la spiritualité occupe dans tes activités ou bien on va dire dans tes activités? Ouais, non, la spiritualité, elle est centrale pour moi parce que j'ai pas toujours eu confiance en moi, je pense, mais j'ai toujours eu confiance en Dieu. Tu vois, j'aime pas le truc du coaching où on dit la confiance en soi et tout bof, tu vois. Moi, je pense que notre confiance en nous, elle est limitée. Hein. À la fin de la journée, quand je suis devant le miroir, je vois une femme de 76 kilos maximum, pas très forte, physiquement, très limitée, mais après, je vois aussi derrière moi un créateur qui est immensément grand et infini dans sa capacité. Donc, je pense que la confiance en Dieu, elle a plus de poids dans nos vies que la confiance en nous, parce qu'on est des êtres rationnels, on connaît nos limites, on sait qu'on est fatigué, on sait qu'on est faible. Moi, je sais que je suis hypersensible, par exemple. Donc, tout ça, ça fait que je connais mes limites, mais je connais aussi un être qui n'est pas limité et qui a le poids de me porter et qui a le poids de faire... Moi, je dis souvent aussi, autre invocation que j'aime bien, c'est que Dieu fasse de ma vie un exemple pour l'humanité. Tu vois un peu. Ça veut dire que ce qu'il réalise pour moi, que ça montre à l'humanité qu'il existe. Tu vois un peu. Donc, c'est juste ça un peu mes invocations clés. Et ouais, non, la spiritualité, elle est centrale chez moi. Est-ce que tu as la situation actuellement au Mali, est-ce que tu l'avais prévue? Oui et non. Et pourtant, je veux dire, tu t'es quand même lancé. Je pense que tu as lancé au moins 2 business au Mali. Ouais, c'est ça. Et bon, d'habitude, voilà, c'est des choses qui nous surprennent. Est-ce que tu l'avais prévu et comment est-ce que tu gères la situation? Pas du tout été surprise. Hein. Parce que quand je lançais, il y avait déjà ces situations de crise. Il y avait la crise énergétique. La guerre au Mali, elle date de plus de 15 ans. Mais on va dire elle est plus médiatisée parce que on a un nouveau président qui est dans une dynamique vraiment de souveraineté nationale, tu vois. Donc du coup, vu qu'il est malgré lui, la tête d'un nouveau mouvement politique, eh bien, le Mali est beaucoup plus médiatisé, mais le Mali est en crise depuis un certain temps. Et ça s'est cristallisé avec 2 crises dernières qui sont le carburant et la crise énergétique, donc la pénurie d'énergie. Moi, ça n'a pas changé ça a dévié un peu mon projet, parce que mon projet de base, c'était toujours à destination des enfants, mais c'était un projet d'habillement, de vêtements pour enfants, vu que je suis maman et que c'est des choses auxquelles je suis sensible.
Et du coup, mon projet, c'était de l'habillement. Et après, je me suis dit non, enfin, j'ai appliqué ma propre philosophie de revenir sur les secteurs primaires. Et j'ai pris du coup un produit d'hygiène, du coup, qui me permet d'évoluer au Mali, d'être impacté par la crise, oui, mais globalement, je trouve que ça se passe bien. Great. Alors, on parle souvent de l'aspect humain, les collaborateurs, etc. Est-ce que tu as déjà eu une mauvaise expérience par rapport à l'aspect humain, à tes collaborateurs? Ouais, si, j'ai déjà eu un des tout premiers collaborateurs à qui j'avais fait confiance. Il avait fait disparaître, mais on ne fait pas disparaître du stock comme ça. Il a fait disparaître du stock. Bon, il l'a vendu, vous l'aurez compris, pour ceux qui comprennent, ça vient entre les lignes. Et du coup, du stock qui n'était pas traçable dans le stock. Et en termes d'argent, parce que je pense que c'est ça qui va t'intéresser, ça valait l'équivalent à peu près de 3 000 euros. Ouais, Wow. c'est ça. 3 000 euros en termes de marchandises. Donc, c'est ça. Mais vu que tu as la tête bien faite et que tu sais que c'est des choses qui vont se produire, tu provisionnes déjà des sous qui te permettent de couvrir ta perte. Donc ça, c'était le cas. Les 30%? Ouais, c'est ça, les fameux 30%, qui te permettent d'être large, même après une telle nouvelle, d'aller dormir tranquille parce que tu l'avais provisionné, tu vois. Et surtout, à chaque fois, de refaire et de parfaire ton système de manière à ce qu'il soit vraiment en résilience, parce que je suis aussi une fan de management. On voit beaucoup parler de marketing, de vente et tout, mais je suis une fan de management. J'aime bien analyser tout ce qui est flux, analyser aussi tout ce qui est flux d'informations, flux financiers pour vraiment sécuriser, tu vois. Quand tu vends et que, par exemple, là, je suis à Dakar, mais j'ai des ventes qui se font à Bamako actuellement, tu peux faire des journées où tu te rapproches du million. Et quand tu fais des journées où tu te rapproches du million et que tu n'as pas l'argent sur toi, c'est quelqu'un à qui tu as fait confiance qui a l'argent, qui peut très bien disparaître avec ton véhicule de livraison, avec la clé du stock. Tu mets en place des systèmes de management qui sont de la caméra, du logiciel, beaucoup de psychologie, beaucoup de relationnel, une confiance, un lien quasiment familial avec la personne qui fait que ça va, on se gère, quoi. Great. Et tu as parlé tout à l'heure de marketing et je pense que j'ai entendu, le mot-là, je l'ai entendu la première fois chez toi, afro-marketing. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept? Ouais, bah ce concept, il est très modestement né du fait que je pensais être une excellente marketeuse. Parce que moi, en fait, je travaille dans la défense et l'armement avant en France. Donc, tu as vu, j'ai fait un vrai virage à 360 degrés. Wow. Donc, je défendais l'armement et le secteur militaire. Tu es venu avec des armes en Afrique? Est-ce que je suis venue avec des armes en Afrique? Non, j'en ai pas. J'ai pas. Alors, je vendais pas véritablement des armes, mais des systèmes autour, genre des systèmes embarqués dans les drones, des satellites militaires d'observation de base, etc. Donc, je vendais plus ce type de produit. Donc là, tu es la bonne personne pour collaborer avec le gouvernement au Mali. C'est ça, effectivement. effectivement. Donc, c'était ça un peu mon ancien job. Et du coup, quand le Mali a commencé à prendre son indépendance et sa souveraineté, c'est des discours auxquels j'ai été très sensible. Et en même pas quelques semaines, j'ai fait ma démission, quoi. Parce que je me suis dit, tu peux pas rester dans un entre-deux. Personnellement, ça me fait avancer parce que tu es bien payé, tu es dans une société, tu voles en business class. Moi qui suis petite fille d'agriculteur, mon père il vient d'un petit village soninké. C'est déjà la réussite en fait de travailler dans une grosse société qui est le leader européen, de voyager en business class, de parler avec des ministres, ambassadeurs, que sais-je et tout. Mais franchement, j'ai démissionné pour des raisons éthiques. Et du coup, forcément, quand tu as démissionné quelque part pour tes valeurs et ton continent, eh bien, tu vas retransformer ton activité en allant plus dans ce sens-là, en disant, normalement, j'ai le cerveau plutôt bien fait. Qu'est-ce que je peux faire de concret pour mon continent? Et du coup, j'ai créé l'afro-business et l'afro-marketing étant la dérivée marketing. C'est comme je t'ai dit, je me suis dit, waouh, je suis une excellente marketeuse. J'ai réussi à faire pénétrer des produits sur le continent africain. J'ai parlé et dealé avec des sociétés comme Ethiopian Airlines, avec des palais présidentiels aussi en Afrique et tout. Donc, vraiment des gros projets avec plusieurs millions à la clé en euros, tu vois. Et vu que j'étais comme ça experte en pénétration de produits sur des marchés étrangers, je pensais que j'étais bien en marketing. Après, quand je suis arrivée en Afrique, je vois que les réalités elles sont différentes, les techniques sont différentes aussi pour vendre un produit, pour le faire connaître. Il y a des choses qui sont communes, effectivement, le marketing d'influence. Ça marche quand tu fais passer un produit dans Marodi, que tu le donnes à la bonne influenceuse, si c'est un produit pour femmes, mais aussi d'autres techniques qui, nous, on n'utilise pas du tout. La radio en Europe, elle est quasiment plus écoutée. Pourtant, elle est quand même écoutée ici par les taxis, par les gens qui font des travaux un peu manuels. Donc, il y a des canaux comme ça qui sont morts en Europe, mais qui fonctionnent ici. Il y a beaucoup d'affichage publicitaire. En Europe, on n'affiche presque plus dans les rues les choses et tout. Ça se fait de moins en moins. Ici, ça se fait et ça marche aussi plutôt bien. Le marketing de rue aussi, le marketing auditif aussi. Donc, il y a plein de choses que tu
vois ici qui fonctionne, mais si tu te poses pas pour regarder, tu passes à côté, tu vois. Tu te dis, par exemple, si tu lances du ads, de la publicité en ligne, si tu le fais en France, c'est très simple parce que nos données, elles sont tellement précises qu'ils savent qui est qui. Le fait d'identifier les puces au Sénégal par Orange, c'est récent. C'était il y a moins de 10 ans. Et c'est ça qui a permis justement de poser un peu les datas qu'on a sur les utilisateurs, sur les consommateurs. Est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des hommes? C'est très récemment qu'on sait ça. Donc, quand tu faisais des ads en Afrique et que tu mets tes ads en place, on commence à avoir des données qui sont fiables et précises. Mais en Europe, par exemple, moi, quand je fais des ads par rapport à mes activités à l'incubateur, c'est tellement précis qu'on arrive à cibler un Africain en Europe grâce au marketing, tu vois un petit peu. Donc, toutes les personnes qui voient nos contenus, on sait que c'est des personnes qui sont soit nées en Afrique ou soit qui sont nées en Europe, mais de parents africains. Tu vois un peu. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de réalités qu'on ne peut pas transposer simplement. Il faut observer les grandes marques. Moi, j'aime bien m'intéresser aux grandes marques qui ont réussi en Afrique. Les marques en agroalimentaire, j'aime beaucoup parce qu'elles ont les canaux de marketing les plus variés possibles. Donc, tu vois ce qu'elles font en ligne, qu'est-ce qu'elles sponsorisent, quels événements elles sponsorisent aussi. C'est bien de sponsoriser des événements, des galas, des concours de Miss, des concours, des trucs sportifs, tu vois. Par exemple, quand tu viens de France et que tu lances un concept, tu sais pas qu'au Sénégal, la lutte, c'est super important. Et si tu prends un des meilleurs lutteurs et que tu le sponsorises, normalement, t'es vu, tu vois. Mais ça, il faut vraiment connaître les réalités, qu'est-ce qui intéresse les gens. Et le marketing, c'est l'art de s'insérer dans les éléments qui intéressent les gens, tu vois. Sauf que ce qui intéresse l'Européen et ce qui intéresse l'Africain, c'est totalement différent. Great. Et dans le marketing, on parle aujourd'hui de marketing digital, etc. Est-ce que, en termes de tendance, en termes de techniques de marketing digital, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes techniques qui sont faites ailleurs en Afrique? Par exemple, en termes de réseaux sociaux, est-ce que, voilà quoi. Est-ce qu'on peut partir sur les mêmes réseaux qui existent ou bien qui cartonnent en Europe? Oui et non. Par exemple, ici, vous utilisez beaucoup WhatsApp. Si tu as besoin d'acheter, je sais pas, tu as vu un boubou que tu aimes bien sur TikTok, tu vas passer par le WhatsApp de la vendeuse et tu vas lui envoyer ta géolocalisation, elle va venir t'envoyer, tu vois. Sauf que si un Européen qui vraiment s'est pas intéressé à la réalité du pays, il ouvre un site e-commerce www.senfashion.com en mettant ses produits, en se disant bah je comprends pas, pourtant les gens peuvent payer avec la carte bleue, j'ai pas de commande, mais t'es à côté en fait, tu vois. Donc, c'est des choses simples, mais il y a des gens vraiment qui sont à ce niveau-là de méconnaissance. Mais quand tu es sénégalais ou tu es guinéen ou tu es ivoirien ou tu es béninois et que tu vas dans ton pays, tu allé une fois dans ton pays pour enterrer ton père qui était mort et tu connais pas plus que ça et que tu as vu 3 vidéos de Asitan Sissakou ou Kémy Seba et tu t'es dit oui, c'est vrai, il faut qu'on entreprenne au pays. Il y a un travail avant de lancer sa boîte. C'est clair. Quelle est la meilleure partie, selon toi, de ton parcours? Oh, je sais pas. Franchement, tout est riche, tout est pertinent. J'aime bien ma démission parce qu'elle m'a permis de me réaligner avec qui je suis, avec mes valeurs et tout. Et ouais, je dirais ça, hein, mon changement de carrière, il était bien. Sinon aussi, quand j'ai eu mon deuxième enfant et que j'ai lancé ma conciergerie immobilière sur Bamako, c'était pas facile parce que je voulais arrêter, vu que je ne savais pas que j'étais enceinte à ce moment-là et que l'entreprise était dans son lancement. Je voulais la fermer et la reprendre après, mais je pense que si je l'aurais fermée, je l'aurais jamais reprise. Donc j'ai essayé simultanément de faire les deux. D'ailleurs, après aucun de mes accouchements, pendant la grossesse ou après, je me suis vraiment arrêtée. Quand je m'arrête, c'est 1 semaine, le temps de rentrer à l'hôpital, sortir de l'hôpital et je reprends tout de suite, que ce soit le consulting, la gestion de mes activités. Je dis pas à toutes les femmes qu'il faut faire ça, hein, bien au contraire. Mais moi, j'aime vraiment ce que je fais. Je suis une maman qui aime bien être avec mes enfants, m'occuper d'eux aussi, mais c'est très important pour moi aussi, mes activités. Est-ce qu'il y a une grosse leçon business que tu as appris simplement quand tu t'es lancé? Ah, une grosse leçon business. Ouais, ça c'était plus sur le Mali, hein. Ouais, le management, je l'ai vraiment affiné au Mali. En Europe, les gens, ils sont tellement conditionnés à être des bons salariés que tu n'as pas trop besoin de faire du social, d'être derrière eux et tout, tu vois. Moi, j'ai une équipe en Europe qui est essentiellement composée de freelance. Ils sont focus, tu vois. Vu qu'ils travaillent aussi en leur nom et que pour eux, c'est plutôt plaisant de travailler avec moi. Franchement, tout se passe bien quand même. Moi, des fois, j'oublie de leur faire des feedbacks par rapport à certains éléments, mais c'est fluide. Mais au Mali, tu dois beaucoup être derrière, beaucoup communiquer, beaucoup suivre, beaucoup former aussi. Toi, tu peux venir montrer quelque chose à ta collaboratrice. Bon, et tout, tu sais, vu que sur les réseaux, je ne suis pas mauvaise en com, ma CM, ma community manager, je disais, bon, bah écoute,
Pour les lives, tu fais comme ça. Pour les posts et tout, tu fais comme ça. Et je suis partie parce que j'avais des consultings et je reviens et je la trouve assise. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je t'ai expliqué? Et elle m'a dit, bah, j'essaye de mettre les sous-titres, tu vois. Alors dans la mentalité française, si tu es bloqué à l'étape des sous-titres, tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je passe au contenu d'après. Mais vu qu'elle n'avait pas compris les sous-titres, elle s'est assise et elle attendait que je vienne lui expliquer autre chose, tu vois. Donc, ça a été toute une philosophie de mettre en place cette façon de faire qui est un croisement entre elle, sa façon de faire, et moi, ma façon de faire, tu vois. Parce que tu peux pas lui imposer une façon d'être, sinon tu vas la braquer et tu vas perdre une nana qui a énormément de potentiel puisqu'elle est très bonne dans ce qu'elle fait. Et il fallait y aller petit à petit. Et je pense aussi qu'elle avait peur de me décevoir ou que j'aime pas ce qu'elle fait. Donc, elle voulait vraiment au début la validation sur tout. Elle se dit, waouh, c'est une Française, donc elle doit être difficile, exigeante et tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus cool, quoi. Right. Je sais que tu as réalisé énormément de choses dans ta vie. Mm-hmm. Mais là, quelle est ta plus grande fierté parmi toutes tes réalisations? Pro ou perso? Les deux. Les deux. Bah, perso, je dirais mes fils, mes 3 garçons, que je pense être des garçons plutôt équilibrés, épanouis, même s'ils ont une maman qui voyage énormément. Je dirais ça. Bah, ça, c'est ma plus grande satisfaction personnelle. Le fait aussi que mes parents ils soient tranquilles, ils manquent de rien, ça aussi c'est une satisfaction personnelle. Ils ont sacrifié leur vie pour être en Europe, pour que l'on puisse avoir ce que l'on a. Quand tu es une maman qui sert la nourriture aux enfants dans les cantines et un papa qui fait les travaux BTP dans la rue, genre faire des enfants qui vont devenir eux-mêmes des bac+6, c'est pas, tu vois, c'est pas donné. Faut les accompagner, tu vois. On a beaucoup de parents qui ont craqué, qui ont dit à leurs enfants, bon, là, tu as 22 ans, faut que tu commences à m'aider parce qu'il faut construire la maison au pays, tu vois. Il y a des familles comme ça où il y a eu l'obligation de ramener de l'argent tôt, donc on les a pas laissés, parce qu'un enfant que tu laisses faire ses études jusqu'à bac+5, bac+6, alors qu'au pays, ils attendent l'argent, c'est pas tous les parents qui ont laissé ça, tu vois. Et nous, nos parents, vraiment, ils nous ont poussé un maximum dans les études parce qu'un enfant que tu nourris jusqu'à ses 25 ans, et lui, il va simplement à l'école et tu payes son transport et tout, tu payes un peu sa scolarité, tu vois, faut vraiment être attaché. Donc, ils avaient vraiment la vision pour nous. Et ça, c'est juste top. Donc, satisfaction personnelle, parents et enfants. Ensuite, satisfaction sur le plan pro. Franchement, je suis fière de tout ce que j'ai fait. Yeah. Ouais, je suis fière de tout ce que j'ai fait. L'incubateur, je pense que c'est mon activité qui me passionne le plus, la transmission, vraiment, pour le coup. Il y a des gens qui disent que qu'être formateur, genre, c'est pas quelqu'un qui est consultant business et qui est que formateur, t'es pas complet. Il y a des gens qui vont dire un vrai formateur à l'entrepreneuriat, un vrai coach, il faut qu'il ait lui-même des boîtes, il faut qu'il ait lui-même des échecs, des succès, qu'il ait atteint un certain niveau de chiffre d'affaires. Je pense pas que c'est en obéissant à cette règle-là que je me suis pas arrêtée juste au fait d'être maman et d'avoir un incubateur, mais vraiment par passion pour l'entrepreneuriat et pour le fait de m'accomplir. Donc aujourd'hui, on a une marque de grande distribution sur Bamako. On est présent dans 60 points de vente. Wow. Donc ça, c'est top. On a écoulé nos 400 000 premières pièces et là, on a le même volume de pièces qui arrivent sur Bamako. L'aventure continue. Et j'aime beaucoup faire dans ma capitale, alors que j'aurais pu faire au Sénégal. Par exemple, quand je fais passer ma marchandise, parce qu'elle passe par chez vous au Sénégal, le fait de la faire rentrer dans Bamako, ça me coûte 10 millions, tu vois. Donc, je pourrais retirer les 10 millions, poser la marchandise au Sénégal, la distribuer ici, payer mes frais à 800 000 et vendre, tu vois. Et du coup, je garderais quand même 10 millions sur un conteneur. C'est une belle marge, tu vois. Yeah. Et, mais non, c'est vraiment par amour du Mali et parce que pour moi, il faut s'inscrire chez soi. Je suis née en France, ma première boîte est domiciliée en France. Je paye le gros de mes impôts aujourd'hui en France. J'aurais pu faire quelque chose au Sénégal par facilité financière parce que je sais que je peux vendre mes produits plus chers ici, je réduis en dédouanement, en transport, mais c'est tellement important pour moi de le faire au Mali. Et le Mali aujourd'hui, là, c'est la meilleure, c'est l'école du dur, quoi. C'est dur, tout est dur. Quand tu vas voir le gars des impôts, lui, il veut, tu vois. Quand tu vas voir les gars des douanes, lui aussi, il veut pour lui. Les clients, ils sont durs. Les commerçants dans le grand marché, les grossistes, ils sont difficiles. Donc, c'est une excellente école. Vraiment, c'est une très bonne école. Ouais. Ça, c'est un vrai... c'est une vraie mentalité d'entrepreneur parce qu'il y a une... je ne sais pas si c'est une citation qui se dit, c'est durant les temps durs que les hommes forts se forment. Okay? C'est les temps durs qui façonnent les hommes forts et les hommes forts vont façonner des temps meilleurs, mais les temps meilleurs, après, ça forme des gens qui sont faibles. Et je pense que là, c'est une très bonne approche pour vraiment être un entrepreneur. Ouais, c'est ça. Il faut aller là où ça charbonne, en fait. Est-ce que tu entends parler de pas mal de business, etc. Est-ce qu'il y a une activité ou bien un business que tu aimerais bien essayer, que tu aimerais bien tester? Non, là, j'ai envie vraiment dans l'immobilier de rentrer dans le nerf de la guerre, un petit peu.
parce que j'ai vendu une 50aine de terrains sur Bamako, ce qui est cool en soi, tu vois. Mais là, j'aimerais bien partir sur un lotissement de 100 terrains, donc faire l'acquisition, morcellement, titre foncier. En termes de coûts, on est sur des montants, voilà, surtout sur ce type de surface sur Bamako et pouvoir lancer mon vrai lotissement et après, à terme aussi, enchaîner avec la construction. Donc, c'est ça la vision. Imagine, on doit te retirer toutes tes compétences. On te dit, tu ne gardes qu'une seule compétence. Tu gardes quoi? Waouh. Je garderais le marketing, je pense. Ouais. Pourquoi? C'est ce que j'aime le plus, tout simplement. OK. Rationnellement, il faudrait garder la vente, mais je pense que par amour, je garderais le marketing. Et tu as parlé de tes enfants. Je pense que tu es vraiment attaché à tes enfants, etc. Imagine, bon, on le souhaite pas pour maintenant, quoi. Imagine, tu seras plus là, quoi. OK? Tu seras plus là. Et quel est le message le plus important que tu vas laisser à tes enfants? Oh, c'est le message de leur spiritualité. Vaut mieux être pauvre financièrement mais riche spirituellement que d'être riche financièrement mais en pauvreté spirituelle, tu vois. Pour moi, la spiritualité, c'est la base. Si tu as ça, tu peux faire tout ce que tu veux autour. Mais si tu n'as pas ça, bof, quoi. Donc, je préfère leur laisser la spiritualité. C'est qui ta référence top number one? Ma référence en entrepreneur, franchement, j'ai plein de références. J'aime bien les filles de Dangote, dont on parle très peu. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont voilées déjà. Et en plus, Dangote, il a eu que des filles. Il aurait pu avoir des garçons. Tu te dis, bah attends, première fortune africaine, faut quand même qu'il ait des fils, quoi. Et puis, on a beaucoup la culture du garçon. En Afrique, on se dit, non, il nous faut des garçons pour la succession. Dangote, il a des filles qu'il a vraiment préparées à prendre des axes stratégiques de sa société. Je crois qu'il a une directrice des opérations, il a une ingénieure, je crois qu'il a une directrice financière aussi, je ne me trompe pas. Mais il les a mis sur des fonctions qui sont clés dans son entreprise, où en même temps, effectivement, elles sont actionnaires parce que papa les a gâtées et c'est normal. Et en même temps, elles sont opérationnelles dans l'entreprise de papa. Tu vois, donc vraiment, je ne sais pas si elles font mieux que s'il avait des héritiers fils, mais franchement, c'est des femmes qui charbonnent, quoi. Et j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un ami qui s'appelle Mohamed Sibi et on plaisantait, je lui disais je vais te gérer une des filles de Dangote. Mohamed Sibi, c'est quelqu'un que tu aimerais bien avoir aussi. Ouais, parce que c'est un fibre spirituel. Ouais. Non, écoute, je lui passerai le message et je pense qu'il serait ravi aussi d'échanger avec toi. Et je parlais de ça avec lui, je lui disais que j'allais lui gérer une des filles de Dangote en deuxième femme, on rigolait là-dessus. Mais ouais, franchement, elles sont assez exceptionnelles. Elles sont smart, elles sont spirituelles aussi parce qu'elles sont voilées, du coup. Leur père va mourir, donc elles seront bientôt le visage de l'entreprise, le visage de cette fortune africaine. Donc, c'est cool d'avoir des femmes voilées, quoi. Parce que nos influences féminines africaines, c'est pas pour manquer de respect à nos influenceuses qui peuvent aussi influencer positivement, mais c'est toujours la chirurgie esthétique, c'est toujours la chair à profusion, les formes, l'argent, les sacs Gucci, etc. Donc, on est beaucoup sur l'exposition du train de vie. Moi, si je suis pas dans ça, vraiment, je partage pas. Les gens savent pas comment c'est chez moi, ils savent pas ce que je mange, où est-ce que je dors, dans quel type d'hôtel je dors. Je suis pas dans... Voilà, j'aime la mode, donc je peux bien m'habiller et tout. Donc ça, on le voit sur mes réseaux, mais le côté vraiment patrimoine, c'est quelque chose sur lequel je suis très confidentielle parce que je trouve que ça envoie pas un message, tu vois. Le plus important, c'est pas ce que tu as, mais c'est qui tu es. Et après, ça me dérange pas que quelqu'un qui fait des choses et qui a obtenu un niveau de richesse, il le montre. Mais si tu montres que ça et que tu montres pas le comment et que le comment, il est pas noble, je suis pas alignée avec ça. Great. Est-ce que tu as déjà eu une discussion ou bien un échange avec une personne qui t'a vraiment marqué, en fait, et qui a vraiment changé quelque chose en toi? Alors, laisse-moi réfléchir. Après, moi, je suis quelqu'un qui discute beaucoup, donc il y a toutes les discussions me marquent à long terme, mais je dirais mon grand-père. Avant de partir, il avait fait un séjour un peu à Paris et il m'avait demandé de prendre un stylo et d'écrire sa biographie, tu vois. Et il m'avait parlé de sa biographie et tout. Et souvent, on te donne le nom de tes grands-parents, mais on ne te dit pas c'est ce qu'ils ont accompli et tout. Et finalement, je me suis connectée au fait que mon grand-père, c'était quand même un intellectuel, puisqu'il travaillait, je pense, à la Poste à l'époque. Et du coup, ouais, ça, c'est une discussion qui m'avait marquée. Je l'ai pris comme un héritage. D'ailleurs, il y a une autre mission que je dois faire que je n'ai pas encore fait parce que je n'ose pas le faire. C'est que j'aimerais que mon père me laisse un message vocal, un enregistrement audio de ce qu'il aimerait que j'écoute quand il ne sera plus là.
genre qui nous laisse un dernier message. Personne, on sait pas quand est-ce qu'on part, mais on sait qu'on va partir, tu vois. Et ça, je trouve qu'on le prépare mal, tu vois. Donc là, ma mission dans les semaines à venir, c'est de demander à mon père et à ma mère de me faire un message, un audio même de 15-20 minutes, sans pleurer, parce que j'ai pas envie d'avoir de pleurs, où ils m'expliquent qui ils sont, où ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils attendent de nous pour la suite, et où ils nous donnent aussi les mots ou les choses qu'on aura besoin d'entendre quand ils seront plus là, et qu'on n'aura plus la possibilité de les appeler ou d'aller les voir en disant papa, maman, j'ai tel problème et tout, aide-moi. Donc ça, c'est important. Et ceux qui nous regardent aussi, c'est pas évident, hein, surtout dans la pudeur africaine, on a du mal. Il y a des pères même, ils vont dire donc si tu veux déjà mon héritage, tu veux que je meure, quoi. Donc non, c'est pas ça, mais on a besoin, quand il est plus là, tu as les messages des proches, mais sa voix à lui, c'est très impactant. Et je pense que c'est notre artiste Sidiki Diabaté, que vous devez connaître, qui est l'équivalent de votre Wally Seck. Et du coup, c'est lui qui avait un audio de son père de 13 minutes qui est encore sur YouTube, là, où il donnait des conseils juste extraordinaires sur la spiritualité, sur plein de choses. Je pense déjà que je le ferai à mes enfants, mais je demanderai aussi à mon père de le faire pour avoir ça comme fil conducteur de ma vie pour la suite et pour ne pas pleurer, pour ne pas faiblir et pour poursuivre le message. Tu étais dans de très bonnes conditions dans le salariat et tu as tout plaqué pour l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute où tu t'es dit peut-être que je devrais retourner dans le salariat, ouais, business class, tout ça? C'est une bonne question. Franchement, je l'ai dit par moment, mais je pense que j'aurais jamais pu le faire. Vraiment. Par moment, je l'ai dit et tout. J'ai dit, bon, quand ça me saoule, en fait, je dis ça souvent. Je dis, ouais, ça me saoule. C'est bon, là, je vais appeler ma boîte. Là, je vais leur dire s'ils ont un poste. Je vais prendre le poste vite fait, bien fait. Quand ça me saoule, je dis ça, tu vois, quand je suis fatiguée. Et l'équipe, la gestion d'équipe, les collaborateurs et tout, machin. Ou quand je fais un mois où je suis pas dans les objectifs que je voulais me faire, ouais, ça m'arrive de dire vas-y et tout. Mais bon, mes proches savent que je répète ça tous les 4 matins, donc ils ne calculent plus, tu vois. Donc ouais, non, si, ça m'arrive de dire ça, mais je pense que j'ai jamais vraiment pensé. C'est juste pour parler. Nous, les femmes, quand on est énervé, tu vois, on mélange un peu tout. Donc ouais, non, si, ça m'est arrivé, ouais, de penser à retourner au salariat, ouais. Je discutais avec une entrepreneur hier et il me dit Manu, c'est vrai, on nous parle tout le temps de moments difficiles, etc. Mais j'aimerais plus que les entrepreneurs nous parlent de comment est-ce qu'ils gèrent ces moments et comment est-ce qu'ils s'en sortent en fait. Est-ce que tu peux un peu nous partager quand tu es dans ces moments de doute, dans ces moments super compliqués, voilà, comment est-ce que tu gères? Et est-ce que tu fais des remarques en fait par rapport au comportement des gens quand les choses ne vont pas bien, quand tes business ne vont pas bien, etc. Comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu gères la situation? Quand ça va pas, en vrai, il n'y a personne qui s'en aperçoit autour de moi. Parce que même quand ça va pas, bah, à la fin de la semaine, enfin à la fin de la journée, tu as des factures, tu dois les payer. Et moi, je suis quelqu'un aussi, ça va pas, celle qui doit moins manger, c'est moi. Mais tous les autres partenaires, collaborateurs, tout le monde a ce qu'il a. Donc, je me suis jamais posée avec qui que ce soit pour dire ça va pas, parce que je suis pas aussi arrivée au niveau où c'était pas gérable, tu vois. Les ça va pas, c'est quand tu es en dessous de tes objectifs aussi. C'est aussi la jalousie. La médisance, les gens qui vont s'asseoir, dire oui, tu vois, avoir un regard critique, mais des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, tu vois, et tu vas avoir des échos comme ça. Donc ça fait partie du jeu de l'entrepreneuriat. Comment moi je le gère? C'est important d'avoir un confident ou une confidente, c'est très important. Quelqu'un, pas tout le monde, pas beaucoup de personnes, genre une seule personne à qui tu peux poser ce type de situation, qui va avoir les mots justes. L'entrepreneur, il est entrepreneur. Pour moi, c'est vraiment un truc qui relève de l'ADN. Donc ça veut dire même quand ça va pas, tu as juste besoin de recul, mais tu vas jamais t'arrêter complètement, en réalité. Donc, moi, je dis une bonne nuit, prière aussi, débrancher. Moi, le silence, ça m'aide beaucoup. Hein. Quand je dis débrancher, c'est je coupe mes réseaux sociaux, je supprime ça, je le fais assez souvent même. Quand je poste pas, c'est que j'ai supprimé les applications de mon téléphone pour être dans un silence spirituel, un silence de cathédrale, tu vois, où je suis vraiment seule face à moi aussi. Et j'aime bien aussi avoir des avis sur moi auprès des autres, tu vois. Donc, demander à des amis. Marie, par exemple, c'est quelqu'un à qui je peux faire ça, tu vois. Pourquoi? Je demande à Marie, j'ai pris telle décision, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et Marie, c'est quelqu'un qui peut me dire cash ce qu'elle pense. Ou je peux demander à Mohamed Sibi, je peux demander aussi à des amis comme Malik Sall. Voilà, j'ai quelques amis comme ça, ou Angel Berté aussi, où je peux me poser et leur dire, voilà, j'ai telle situation, j'ai envie de faire ça, genre, vous me pensez quoi? Typiquement, souvent, je pense à arrêter les réseaux, à ne plus être public. Parce qu'en même temps, j'ai créé ma notoriété. Elle m'a ouvert beaucoup de portes, elle m'a fait des facilités. Mais en même temps, des fois, j'ai envie d'être
personne, quoi, tu vois. J'ai envie d'être personne, j'ai pas envie d'être vue, j'ai pas envie que mon nom soit associé à ce que je fais, je veux séparer les choses. Par exemple, mes enfants, ils vont dans des écoles où les gens qui sont dans l'école me connaissent, tu vois. Donc, des fois, mon fils rentre, oui, maman, tu sais, la mère de tel, elle dit qu'elle regarde tes vidéos sur YouTube et tout, machin. Ou alors, tu déposes ton fils à la crèche et tu vois que la dame de la crèche te regarde avec le regard de ouais, je vous connais et tout, je vous suis sur les réseaux. C'est bien, mais de base, moi, je suis une hypersensible. Je suis aussi une introvertie de base. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. J'étais assez timide, mais à force de faire l'exercice de parler, j'ai pris des habitudes. Donc, ouais, j'aime bien le silence et souvent, j'ai envie d'arrêter les réseaux. Très souvent. Très, très souvent. Great. Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? J'ai mis en place un incubateur, mais on a un peu restructuré de manière à me laisser l'espace de gérer toutes mes autres activités, immobilier et puis la grande distribution à Bamako. Donc déjà, j'ai recruté des coachs, j'ai renforcé l'équipe que j'ai formée à ma méthode avec voilà tout un tas de critères sur leur background. Donc c'est un niveau bac plus 5 minimum, avoir bossé dans une grosse boîte minimum, avoir aussi une entreprise, avoir vécu en Afrique aussi. Donc voilà, on a mis beaucoup de sécurité autour des profils et aussi dans leur psychologie, leur déontologie, leur pédagogie. On veut pas les coachs mégalos ou complètement fous là, parce qu'il y a des coachs aussi qui sont des manipulateurs, faut dire la vérité. Il y a des coachs qui te manipulent. C'est ce qu'on appelle les gourous. C'est ça. Il y a des coachs gourous, il y a des coachs qui volent les idées aussi, ça on l'a vu. Et donc je sais aussi souvent que des fois tu vas, et il y a des banques aussi qui volent les idées des gens. Tu vas déposer une idée en banque, le banquier te dit ah non et tout, bah laissez-moi le business plan et il va le donner à quelqu'un qui a la fortune de le faire immédiatement, tu vois. Yeah. Donc ouais, sur les coachs, on est très vigilant. Donc pour l'instant, on est sur un recrutement de 3 personnes. Angel, Malik et aussi une troisième ivoirienne qui arrive. On multiplie aussi les origines. Donc moi, je suis malienne, mais les autres ne le sont pas. On a quelqu'un qui connaît bien le Maroc, on a quelqu'un qui connaît bien la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin aussi. Donc on essaie de multiplier les destinations. Donc pour travailler avec nous, c'est relativement simple, hein, c'est sur candidature. Il faut qu'on voit le profil et le projet. Et si c'est bon, on bosse pendant 1 an. Pendant 5 mois, on structure le business plan. On t'accompagne aussi à faire des voyages exploratoires en Afrique pour voir si ton business a sa place, s'il est pertinent. Et après, on t'accompagne jusqu'au lancement marketing et à la concrétisation des premières ventes. Ensuite, tout ce qui est sourcing et prototypage, vu que moi j'ai l'expérience de la Chine, bah, s'il y a des produits à faire venir de Chine, des fournisseurs, des applications à développer, vraiment, tout le prototypage du produit, tu sors avec un produit fini. Tu sors aussi avec un public parce qu'on t'accompagne à lancer la communication. Donc là, ils ont presque tous lancé leurs réseaux sociaux qui tournent. Il y en a qui prospectent, qui cherchent des clients, qui sont sur la recherche du local. Donc, j'ai vraiment changé ma façon de bosser. Avant, on accompagnait de l'idée au business plan. Maintenant, c'est de l'idée au lancement. Et on fournit tout. Et là, est-ce que tu peux nous partager quelques success stories Ouais, on a Eshima du côté du Congo qui prend en charge les patients en Europe, qui les emmène... qui prend en charge les patients en Afrique, qui les emmène en Europe à se faire soigner. Donc, on a ça. On a aussi SKO Agency du côté du Mali, qui est une conciergerie qui retape des biens immobiliers, du coup, et les met aussi sur tout ce qui est Airbnb, mise en location, qui fait pas mal de services de conciergerie hyper divers. Qu'est-ce que j'ai aussi comme exemple sur le continent il y a Autour de Marie, c'est aussi une ancienne de chez nous. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais, il y a pas mal de success stories. Du côté du Maroc, on a aussi Myriam qui a son cabinet. On a aussi en lancement un restaurant en Guinée. Donc voilà, il y a pas mal de belles histoires comme ça. So guys, vous savez qui contacter maintenant si vous voulez vous lancer et faire prospérer votre business en Afrique. Tu as une dernière chose à partager? Non, je dirais à tous ceux qui nous écoutent le format était vrai. Je pense qu'on a essayé de vraiment dire des choses positives mais aussi négatives. Mais c'est important en fait. Parce que les problèmes, une fois que tu les as entendus même une fois, quand ils se produisent, t'es pas étonné. Tu le vis pas comme quelqu'un qui ne s'attendait pas à vivre ça. Donc, tu le vis avec beaucoup plus de recul. Une perte financière, tu sais que ça peut arriver. Des moments de down, tu sais que ça peut arriver aussi. Des trahisons, des coups bas, la corruption, l'adaptation psychologique. En fait, juste le fait de l'entendre, ça veut dire que tu es déjà prêt à le vivre. Forcément, il y a des choses où il faut les vivre pour les ressentir, mais ça veut dire que tu es déjà conditionné. Donc, on a voulu être vrai dans le format, pas pour décourager, mais pour conscientiser et pour avoir des soldats qui sont plus forts pour aller au combat, tout simplement. Merci beaucoup pour ta disponibilité parce que ton passage et ton séjour est court actuellement à Dakar. On a réussi à te voler un peu de ton temps. Merci pour ta générosité. Tu as partagé énormément d'insights, tu as partagé énormément d'informations très utiles pour ceux qui veulent se lancer et réussir à développer leur business. Merci.
coach. Avec plaisir. Merci à toi de m'avoir reçu et à toute la magnifique équipe qui nous entoure pour la captation et la réalisation de ce format. À la prochaine. À la prochaine. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique.